Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez choisi RTI 1 pour vous informer. Vous faites bien. Voici les titres de ce 20h. Le vice-président ivoirien a échangé hier avec le directeur Afrique de HEC, le président du Conseil français des investisseurs en Afrique. Au cœur de ces rencontres, le renforcement des capacités et la formation professionnelle. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance engage la lutte contre la corruption. Une coalition nationale sera bientôt mise en place, mais avant une caravane sillonne le pays pour sensibiliser et interpeller les populations sur les effets néfastes de la corruption. La culture Akan est promue aux États-Unis d'Amérique. L'association des Baoulés et Agni de New York fait la promotion de la culture Akan depuis 20 ans. Pour Ivoire à débat, la culture ivoirienne s'est bien infiltrée aux États-Unis. Scène de désolation en Chine, au moins 15 personnes ont trouvé la mort dans un glissement de terrain dans le sud-ouest du pays. 141 personnes sont portées disparues. Un plan d'urgence a été activé par les autorités. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Il est économiste universitaire, il a été ministre du Plan de l'Industrie et du Tourisme. Il a également occupé de hautes fonctions au niveau sous-régional, africain et mondial. Ce soir, il est notre invité de la page culture. Monsieur Théophile Awandoli est l'actuel directeur du cabinet du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Il vient de faire ses pas dans la cour des écrivains en publiant son ouvrage intitulé « Le réveil de l'éléphant d'Afrique », un ouvrage qui retrace la marche de la Côte d'Ivoire vers le développement économique et social depuis les années coloniales jusqu'à maintenant. La Côte d'Ivoire, des élans maintes fois brisés, Côte d'Ivoire, de l'effondrement au sursaut. Notre invité nous en dira davantage dans quelques instants. Bonsoir, Monsieur Théophile Awandoli. Bonsoir, madame. À tout à l'heure pour parler de cette longue marche de notre pays vers le développement. Absolument. À tout à l'heure. La fête de Ramadan ou Eid el-Fitr sera célébrée demain. Nous sommes dans l'attente de la décision du Conseil supérieur des imams au COSIM qui est réuni actuellement même à la mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Pour le moment, selon le COSIM, le croissant lunaire n'a pas encore été observé. Le COSIM informe donc qu'une décision sera prise au plus tard à 22 h. Voyons maintenant les rencontres du vice-président ivoirien. Daniel Kablan-Duncan a échangé hier avec le directeur Afrique de HEC et le président du Conseil français des investisseurs en Afrique. Au cœur de toutes ces rencontres, le renforcement des capacités et la formation professionnelle. On en sait plus avec Awatouri. Le Conseil français des investisseurs en Afrique lance officiellement à Abidjan son programme de renforcement des compétences en Afrique, RH Excellence Afrique. Le président du CIAN a présenté vendredi cet important programme de formation professionnelle au vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Le CIAN, que je représente et qui est le regroupement de toutes les entreprises françaises qui travaillent en Afrique, a décidé de lancer un programme qui s'appelle RH Excellence Afrique et qui a pour objet d'améliorer la formation professionnelle en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire, de manière à rendre les formations qui sont dispensées par les établissements existants en adéquation avec les besoins de l'économie, c'est-à-dire de former des jeunes qui, à la sortie, vont trouver un travail. Donc rapprocher ces deux mondes que représentent l'enseignement professionnel d'une part et les entreprises d'autre part. Toujours dans le cadre de la formation professionnelle, le vice-président a échangé avec le directeur Afrique de HEC. Cette visite s'inscrit dans une visite aussi de courtoisie suite à la visite sur son Excellence du vice-président sur le campus HEC. À cette occasion, je rappelle qu'il y a un mémorandum qui avait été signé pour un accord de partenariat entre l'SKE, qui vous savez est une école qui appartient au groupe INP-HP, et un partenariat entre donc HEC, cette école, afin de les conduire sur quatre points, qui étaient la mobilité des étudiants, entre les étudiants ivoiriens et les étudiants donc, de HEC Paris. Il y avait aussi un point qui était très important sur l'accompagnement des étudiants ivoiriens pour intégrer la grande école HEC. Troisième point, il s'agissait aussi de faire, comme on a pu le voir il y a quelques années, de venir pour un renforcement des capacités de l'ingénierie de l'SKE
En vue de la modernisation de la fonction publique, HEC va mettre en œuvre le programme de renforcement des capacités des agents de l'administration publique. Le gouvernement invite les entreprises à se conformer aux normes internationales de qualité afin de satisfaire les besoins des populations. Ces entreprises n'ont plus de raison de douter. L'appel est lancé par le ministre de l'Industrie et des Mines et par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'était lors de la cérémonie de présentation de l'accréditation du premier laboratoire privé de biologie médicale en Côte d'Ivoire. Le reportage de Francis Boifo. Des spécialistes en santé s'accordent à dire que les examens médicaux constituent la porte d'entrée à tout diagnostic, ce qui suppose que les résultats issus de ces examens doivent être fiables, donc acceptés par tous les laboratoires et par tous les praticiens. Cette vérité emmène les responsables des structures d'analyse médicale à se conformer aux normes internationales de santé. En Côte d'Ivoire, un laboratoire privé vient d'obtenir la première accréditation ISO 15189 en biologie médicale, la deuxième en Afrique occidentale pour les examens liés aux liquides biologiques humains tels que l'analyse de sang, l'urine, la salive. Cette accréditation permet à tout habitant de la Côte d'Ivoire de faire ses examens en Côte d'Ivoire, résultats d'examens qui seront validés à l'étranger sans avoir besoin de refaire l'examen. Nous nous battons pour la qualité, pour l'excellence au niveau des soins. Le gouvernement ivoirien travaille dans le système de santé à faire en sorte que nous puissions équilibrer les prestations de soins, aussi bien au niveau du public que du privé. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons de plus en plus que le privé se développe, que le privé soit de plus en plus crédible. Des privés crédibles pour accompagner le public dans la prise en charge des malades, surtout à réduire les évacuations sanitaires à l'étranger, ajoute la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Raymond Goudou Kofi et son collègue de l'Industrie et des Mines invitent à l'amélioration de la qualité des infrastructures, des services et des produits. Nous poussons l'ensemble des entreprises dans tous les secteurs productifs et dans tous les services à aller dans le sens donc de la qualité et de l'accréditation. Le gouvernement attache du prix à la qualité des infrastructures, des services et des produits parce que la qualité est à l'origine de tout développement économique et social. Je l'annonçais à l'instant, la lutte contre la corruption se renforce en Côte d'Ivoire. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance est justement en campagne. Elle compte investir tout le territoire. Après Boaké et Korogo, l'équipe a fait escale à Abangourou. La caravane va à la rencontre des populations et les interpelle sur les effets néfastes de la corruption, ennemie du développement. Une coalition nationale de lutte contre la corruption sera mise en place, comme nous l'explique Lansini Bakayoko. Éradiquer les détournements, les pots de vin et autres actes de concussion. Bref, cette campagne de sensibilisation à Abangourou, occasion pour la Haute Autorité de la bonne gouvernance de dévoiler ses orientations stratégiques anticorruption. Il s'agit de présenter aux autorités locales et aux populations le dispositif actuel de lutte contre la corruption. L'objectif final est de parvenir à la mise en place d'une coalition nationale contre ce fléau. Au cours des 4 dernières années, la gouvernance enregistre une amélioration globale. La plupart des indicateurs d'appréciation retenus par le Millennium Challenge Corporation, MCC, entre autres la sécurité judiciaire, l'environnement des affaires, la politique budgétaire sont passés du rouge au vert. Pour la jeunesse, la lutte contre la corruption, une question de survie. La lutte contre la corruption permet à tout le monde d'avoir une chance de se faire une place dans la société. Dans un monde où les investissements privés sont davantage orientés vers les pays qui réalisent les meilleures performances en matière de bonne gouvernance, l'administration publique régionale, elle aussi, est plus que interpellée pour éteindre tous les foyers locaux de corruption. Je voudrais espérer que tous les participants à cette rencontre puissent s'approprier la lutte contre la corruption. À l'issue de cette rencontre d'Abangourou, 2 structures d'alerte ont été installées, la plateforme anticorruption et le comité local d'intégrité. Parce qu'un petit billet de francs CFA détourné correspond à une route, une école ou un hôpital en moins, ces instruments devraient servir de rempart contre la corruption et la mauvaise gouvernance.
Une autre bataille est engagée, cette fois-ci contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. La Côte d'Ivoire vient d'accueillir une conférence régionale. 48 délégués des pays de la CEDEAO ont pris part à cette rencontre. Des propositions ont été faites à l'issue de la conférence pour venir à bout de ce phénomène. Explication détaillée avec Abou Sanogo. Une conférence régionale pour débattre des problèmes sécuritaires des États de la CEDEAO. Rencontre entre les COMNAT ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre et la société civile sur le contrôle des armes légères et de petit calibre et le genre dans l'espace CEDEAO. Il s'est agi de la mise en place d'un mécanisme favorisant le partenariat entre les COMNAT ALPC, les institutions en charge de la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre et les nouvelles menaces en synergie avec les organisations de la société civile et de lutte contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO. Il est temps qu'ensemble, nous puissions développer des réflexions et de nouvelles stratégies pour sécuriser nos communautés en réponse aux défis sécuritaires. Endiguer le flux d'armes légères et de petit calibre et détruire les stocks illicites est un véritable défi pour la communauté internationale et les partenaires au développement. Le combat contre ce phénomène est l'affaire de tous. Il l'est davantage pour les femmes qui, en plus d'y payer un lourd tribut, disposent des meilleurs atouts pour le gagner. Atouts parmi lesquels il me plaît de citer leur attachement à la paix, leur capacité de dépassement et leur sens du sacrifice. Aujourd'hui, plus de 875 millions d'armes légères et de petit calibre sont éparpillées aux 4 coins de la planète. L'Afrique à elle seule en comptabilise quelques 100 millions, avec les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire 90% des victimes de guerre, dont la majorité constituée de femmes et d'enfants tués par des armes légères et de petit calibre. Nous partons pour Dimokro, où la gendarmerie vient de saisir des armes de guerre sur 2 individus connus dans la région comme des pêcheurs. L'opération a eu lieu dans le village de Kwadio et Tienko, c'est dans la sous-préfecture de Nofou. Les 2 individus arrêtés ont été condamnés par le tribunal de Dimokro. Le témoignage est signé Eugène Atoubi. C'est grâce à une information des populations du village de Kwadio et Tienko que la gendarmerie de Dimokro a mis la main sur Diara Drissa et Manu Kanou. Les 2 pêcheurs Bozo avaient comme arsenal des fusils, 90 munitions, un chargeur FSA, une jumelle et divers autres accessoires, dont des amulettes et des gris-gris. La saisie a eu lieu le 10 juin dernier, suivie d'une opération de ratissage le lendemain, laquelle a permis aux éléments du capitaine Agoudou de la gendarmerie, selon ses dires, de découvrir que les 2 individus détenaient également un véhicule 4x4 appartenant à leurs complices. Déférés devant le parquet, ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et de détention illégale d'armes par le tribunal correctionnel de Dimokro en son audience du 21 juin 2017. Les 2 individus écopent chacun d'une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme. Leur complice, lui, court toujours. Nous sommes en saison pluvieuse. Les automobilistes qui empruntent l'autoroute du Nord dans la commune de Yopougon sont souvent confrontés à d'énormes difficultés. Circuler n'est pas chose aisée. Beaucoup d'embouteillages, voire même des accidents de circulation, une situation liée à l'occupation des ouvrages d'évacuation des eaux usées et pluviales. Le ministère des Infrastructures économiques a donc décidé d'assainir ces endroits. Le compte rendu de notre reporter Grace Kando dans nos prochaines éditions. Et justement, la vigilance doit être renforcée en cette période pluvieuse. À San Pedro, les automobilistes et les conducteurs d'engins à 2 roues sont sensibilisés sur la sécurité routière. Le but est d'éviter des accidents et vous allez le voir, des pancartes avec des messages ont été installés à plusieurs endroits. Des feux tricolores, Sam Konan, Issa Chonayeo. San Pedro. Pour les 6 premiers mois de l'année, la ville enregistre 318 accidents de la circulation, 565 victimes avec 12 décès. Et les causes de ces accidents sont connues. Il s'agit pour les conducteurs d'engins à 2 roues du non-port des casques. Pour les automobilistes, pointer du doigt le non-port de la ceinture de sécurité et le téléphone au volant. Pour les 2 catégories de conducteurs sont citées, le manque de connaissances
et le non-respect du code de la route et les excès de vitesse. D'où cet appel de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Il y a une communication sans parole qui sont les signaux et qu'il faut les connaître. À partir de là, on peut communiquer avec les autres. J'ai un panneau de stop, je dois m'arrêter pour laisser passer l'autre. C'est une communication sans parole. On ne fait pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, à l'auto-école, il y a tout un programme qu'on doit enseigner qui va jusqu'à la courtoisie. On parle de la conduite citoyenne. Face au risque accru d'accidents par ces temps de pluie, la Jeune Chambre internationale monte au créneau à San Pedro. Elle sensibilise et installe des pancartes avec des messages. Il ne s'agit pas de venir nous former et puis partir et puis on encourage les bras. Nous n'avons pas encouragé les bras et nous comptons sur les autorités aussi pour pouvoir nous aider les actions que nous allons mener sur le terrain. Des chasubles aux conducteurs de moto-taxi afin qu'ils soient plus visibles, bien plus qu'ils aident à la sécurisation des populations sur les voies de San Pedro par une conduite responsable. L'association des femmes merveilleuses d'Agny Sankwa de la commune d'Abobo a des raisons d'être encore heureuse. Cette association vient de recevoir des machines semi-industrielles. Elles ont reçu ces machines des mains du ministre Jean-Claude Kouassi. L'objectif est clairement affiché, permettre à ces femmes, ces braves femmes, de se prendre en charge, comme nous l'expliquent Davy Soyo et Abou Sanogo. 4 machines de production semi-industrielle remises par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale aux femmes entreprenantes. Ces unités de transformation de légumes et cette broyeuse de manioc vont permettre à l'association des femmes merveilleuses d'Agny Sankwa de la commune d'Abobo d'être plus productive. Le geste de Jean-Claude Kouassi s'inscrit dans la politique gouvernementale d'insertion socio-professionnelle. L'objectif général visé ici est la promotion de l'accès à un emploi productif, décent et durable pour tous les hommes et toutes les femmes en âge de travailler dans notre pays. Cette politique accorde une place de choix à l'emploi des jeunes, à l'emploi des femmes. Les femmes merveilleuses d'Agny Sankwa et leurs partenaires entendent faire bon usage des matériels reçus. Nous tenons à remercier une fois de plus le gouvernement, que Dieu nous aide vraiment à pouvoir rembourser dans les plus brefs délais ce que nous devons à l'État de Côte d'Ivoire pour que d'autres sœurs puissent bénéficier de ce fonds aussi pour pouvoir s'autosuffire. On va les aider à appréhender le marché, à connaître le marché, à identifier ensemble des circuits de distribution pour que l'idée atteigne l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire un objectif d'autonomisation de ces femmes-là. L'association des femmes merveilleuses d'Agny Sankwa est composée de 40 femmes qui ont bénéficié d'un prêt remboursable pour l'acquisition de ces machines semi-industrielles grâce à un projet collectif. La visite des équipements de production et de transformation du Centre de promotion et de démonstration technologique CDT par le ministre Jean-Claude Kouassi a mis fin à la cérémonie. Le constat est fait par le ministère de l'Éducation nationale. Les cantines scolaires ont contribué à l'amélioration du taux de scolarisation. Mais aujourd'hui, ces cantines sont confrontées à quelques difficultés, dont l'approvisionnement en vivres. Le nombre de bénéficiaires a considérablement baissé. Notre reporter Chaltatou a sillonné des cantines à Yamoussoukro. Le manque de repas de midi est à la base de la baisse du rendement scolaire et de la réduction du taux de scolarisation, surtout en zone rurale. Dans les années 70-80, à midi, il arrivait même de préparer nous-mêmes ou bien même de rejoindre nos parents dans les champs pour pouvoir manger et revenir. Nos camarades d'école ici ont dû abandonner l'école. L'enfant, il vient à l'école, à midi, il me trouve au champ, il ne revient plus. Et puis, fin d'année aussi, il n'a pas sa moyenne. Des fois, il a 2 de moyenne. Face à cette situation, la Côte d'Ivoire a mis en place, depuis 1989, un vaste programme de développement des cantines scolaires. Ce maintien des élèves tout au long de leur cursus, certaines institutions financières, partenaires au système éducatif, s'engagent à y participer. En témoigne le don des cantines scolaires avec équipement fait par la Fondation BOA à l'EPP Polonou dans le département de Didiéville. Valeur de ce don, plus de 20 millions de francs CFA. Un geste apprécié à sa juste valeur par tous les acteurs locaux du système éducatif. Avec ce bâtiment, la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de près de 5500 cantines, dont 191 pour la région du Bélier.
Mais malgré l'engagement de certaines structures financières à contribuer à leur accroissement, une réalité met en mal leur bon fonctionnement depuis le désengagement du PAM. Il s'agit de l'impuissance des communautés rurales quant à leur participation à la dotation de celles-ci en vivres. Cette année, la saison était très mauvaise. On a essayé, mais on n'a rien obtenu. Les parents devaient nous donner des vivres à l'école. On a tenu la réunion avec eux. Bon, ils ont promis, mais finalement, on n'a rien reçu. Cette année, on a fonctionné avec les vivres de l'État seulement. La prise en charge d'une cantine coûte un peu cher. Ça revient à plus de 3 700 000 au niveau de 100 jours d'école, en comptant 180 enfants qui mangent chaque midi. Si nous ramenons ça au nombre de cantines, ça fait plus de 17 milliards qu'il faut débourser pour que les enfants mangent toute l'année. Ni les parents, ni l'État, ni même les partenaires techniques et financiers, ni même la communauté ne peuvent seuls supporter cela. Les responsables du système éducatif souhaitent l'implication des collectivités décentralisées et des mutuelles de développement dans l'approvisionnement des cantines en vivres. On passe maintenant au 8e jeu de la francophonie qui démarre en Côte d'Ivoire dans exactement 26 jours. L'appel à la mobilisation autour de ces jeux se multiplie. Après le ministre chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, c'est autour du comité des jeunes du district d'Abidjan d'initier une caravane de mobilisation de toute la jeunesse. Première escale, la commune d'Agamé, Issa Tchonayeo y était. Les jeunes de Côte d'Ivoire, en ordre de bataille pour le succès des 8e Jeux de la francophonie, ils viennent d'initier une caravane dans les quartiers du district d'Abidjan pour sonner la grande mobilisation de la jeunesse autour des 10 Jeux, répondant ainsi à l'appel du ministre Robert Begré-Mambé. Ces Jeux, c'est pour vous. C'est pour vous, ces Jeux. Et le président Alassane Ouattara, en acceptant de poser la candidature de la Côte d'Ivoire, à penser d'abord à la jeunesse. Parce que nous allons recevoir plus de 4000 jeunes venant de tous les pays francophones, 84 pays. Première escale, la commune d'Adjamé. Les Jeux vont se dérouler au stade de Fobani, les Jeux vont se dérouler au palais des sports, les Jeux vont se dérouler au canal au bois. Il y a plusieurs endroits. Il y aura des artistes, il y aura aussi des athlètes, il y aura des footballeurs qui vont venir en Côte d'Ivoire pour participer à ces Jeux-là. Donc nous, en tant que jeunes, nous qui sommes toujours en train de faire du sport, nous qui sommes toujours des chanteurs, nous qui sommes toujours avec les différents artistes, donc c'est l'occasion pour nous de montrer à la face du monde que tout Abidjan est mobilisé. Les jeunes de la commune d'Adjamé, à leur tour, rassurent quant à leur engagement pour la réussite de ces Jeux. Nous avons très bien compris le message que veut nous passer au sujet des Jeux de francophonie. On fait un appel à toute la jeunesse de Marie-Thérèse, plus précisément Prince. Nous allons nous mobiliser en tant qu'une personne, venir participer aux Jeux et accueillir et apporter un accueil chaleureux aux participants du Jeu de la francophonie. Je voudrais inviter toute la jeunesse d'Adjamé à participer au 8e Jeu de la francophonie. Que leur participation fasse de cet événement une grande fête pour la francophonie. Nous demandons à tous les jeunes de la commune d'Adjamé de se mobiliser comme un seul homme pour que, au lancement des Jeux de la francophonie, nous puissions remplir tous les sites d'Abidjan pour que ces Jeux-là soient une réussite. La caravane du Kojeda, comité des jeunes du district d'Abidjan, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle visitera la quasi-totalité des communes du district d'Abidjan avec le même objectif, impliquer davantage toute la jeunesse du district dans le succès des 8e Jeux de la francophonie. Et on ouvre maintenant la page culture de cette édition. Vous ne le savez peut-être pas, mais la culture à Caen est promue aux États-Unis. L'association des Baoulés et Agnis de New York fait la promotion de la culture à Caen depuis 20 ans maintenant. Pour Ivoire à débat, la culture ivoirienne s'est bien infiltrée aux États-Unis d'Amérique. Le témoignage de Michel Digré qui était pour nous. Nous sommes dans le Bronx à New York. Fidel Kouadio est ivoirien et vit aux États-Unis depuis 25 ans. Au volant de sa voiture, sa musique favorite
est la musique traditionnelle. Fidèle est le président de Ivoire Adeba, l'association des Baoulés et Agni de New York. Alors, comment est-ce que l'idée de la création de cette association est née? C'est à partir d'une histoire à caractère social. Quelqu'un, un jeune Baoulé qui a rendu l'âme. Ses amis ont dit, ah, on a un compatriote ici, là, un jeune Baoulé qui est mort, bon, il n'y a pas de parents et tout ça, nous sommes ses amis. Voilà. Et donc, c'est ce qui a interpellé les uns et les autres à mettre une association d'entraide, à caractère social pour venir en aide aux frères Agni et Baoulé. Plus qu'une association, une famille. Tous les derniers dimanches de chaque mois, les membres de Ivoire Adeba se retrouvent pour une réunion mensuelle. Vous savez, dans nos villages, dans nos quartiers, nous sommes un peu une famille, une grande famille. Et quand quelqu'un est affecté, par exemple, par un décès, ce décès affecte tout le village, tout le monde, tout le quartier. Donc c'est un peu cette culture-là que nous avons amenée ici. Donc ça nous permet de s'entraider. On s'entraide, que ce soit dans le malheur et que ce soit dans le bonheur. Ça nous permet de nous réjouir et pérenniser la culture Baoulé et Agni ici en Amérique. Ce dimanche, un seul sujet est à l'ordre du jour. Le bilan de Paquinou, made in New York. Sachez tout simplement qu'en dehors du Paquinou de Côte d'Ivoire, notre Paquinou vient en deuxième position. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dédier, il n'y a pas quelqu'un qui peut me démontrer. Pour comprendre cette affirmation de Germain Kouassi, replongeons-nous dans l'ambiance qui a prévalu dans la salle qui a abrité les festivités de Paquinou 2017. Rehaussée par la présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, la fête a mobilisé les communautés Baoulé et Agni de New York, Washington et Atlanta, avec à leur tête leur reine-mère. Le fait marquant des festivités, l'intronisation de Fidel Kouadio comme chef traditionnel des Baoulé et Agni de New York. Nous qui sommes dans ce pays d'adoption, il est important pour nous d'avoir notre chef traditionnel et notre guide qui va nous assister si nous avons des problèmes. Mais avant, il faut avoir l'aval de la reine-mère. Après son approbation, le rituel de l'intronisation peut être accompli. Présents à cette célébration, les plus jeunes de la communauté qui n'ont pas boudé leur plaisir. Sur le plan culturel, ça leur apporte beaucoup parce que les enfants qui sont nés ici, si les parents ne leur parlent pas de l'Afrique, ils ont une connaissance très réduite de l'Afrique. Alors, aller comprendre de la culture, des traditions africaines, ils ne connaissent pas. Donc, le fait d'instituer des thèmes qui sont culturels au sein d'une association, dans l'organisation d'un gala, d'un dîner gala ou d'une manifestation d'associations africaines, ça leur apporte beaucoup. Ils apprennent, ils connaissent et quand ils vont à l'école, ils sont en mesure d'avoir de très bonnes notes quand il s'agit des cultures qui ne sont pas américaines. Entretenir les liens de fraternité et surtout pérenniser la culture d'origine au-delà des frontières, une conviction renforcée quand des artistes radimodernes comme Nguès Bonsens font le déplacement de New York et entrent dans la danse. Voilà la culture ivoirienne qui s'impose très bien d'ailleurs aux États-Unis d'Amérique. On en arrive maintenant à l'entretien avec notre invité de la page culture. Bienvenue, Monsieur Théophile Awandoli, sur notre plateau. Merci, madame. Nous allons nous arrêter sur le titre de votre ouvrage, Le réveil de l'éléphant d'Afrique. Qu'évoque ce titre? L'éléphant est l'emblème de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les footballeurs, on dit les éléphants. Les basketteurs, on dit les éléphants. Donc je crois que c'est à l'image de ça au niveau de l'économie aussi.
nous avons intitulé l'éléphant. Donc c'est l'éléphant économique, à l'instar des dragons d'Asie, parce qu'à un moment donné de leur développement, quand ces pays ont commencé à aller fort, on les appelait les dragons, Singapour et autres. Et puis il y a eu les tigres. Donc c'est l'éléphant économique de la Côte d'Ivoire. Donc après les éléphants footballeurs, on a aussi les éléphants économiques. Absolument, madame. Alors nous allons regarder justement le réveil de l'éléphant, et il a été résumé par notre confrère Serge Koléa. Nous allons voir le résumé de cet ouvrage et poursuivre notre entretien sur ce plateau. Une causerie débat pour mieux comprendre l'ouvrage Le réveil de l'éléphant d'Afrique de l'économiste Awan Doli. C'est tout le sens de cette tribune d'échange initiée par la CEDI, l'Association des éditeurs de livres. Pour Awan Doli, le réveil de l'éléphant d'Afrique retrace la marche de la Côte d'Ivoire vers le développement économique et social. Des années coloniales à nos jours, que des chemins parcourus. Le réveil de l'éléphant d'Afrique de la vie de l'auteur se veut une contribution. L'œuvre peut être considérée surtout comme le regard d'un observateur averti, d'un économiste, acteur de la vie de son pays. Le réveil de l'éléphant d'Afrique se présente en 2 tomes et fait au total 526 pages. L'œuvre, parue aux éditions L'Harmattan, est préfacée par le président de la République, Alassane Ouattara. Voilà, M. Théophile Awan Doli, vous parlez dans votre ouvrage d'élan maintes fois brisé. Expliquez-nous, l'éléphant aurait-il reçu des coups dans sa marche? Oui, l'éléphant a reçu des coups. La Côte d'Ivoire, à partir de l'indépendance jusqu'à 1980, a eu une croissance forte, l'expansion économique. C'est d'ailleurs ce qui a fait dire à certains le miracle ivoirien. Donc c'était une période faste, les 20 glorieuses de la Côte d'Ivoire. Et puis, à partir de 1980, il y a eu des difficultés. Les gens parlaient de conjoncture, mais une conjoncture qui a quand même duré pendant 10 ans. Et puis, à partir de 1990, l'assainissement par le Premier ministre Ouattara, suivi donc également d'un nouvel envol de l'économie de la Côte d'Ivoire. Cet envol a été stoppé par le coup d'État et par le coup d'État de 99. Le coup d'État de 99 et également par tout ce qui a suivi la crise politique jusqu'en 2010. Et puis à partir maintenant de 2012, l'éléphant a repris sa marche. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai parlé de réveil de l'éléphant d'Afrique, parce que l'éléphant s'est réveillé à partir donc, de 2012. Mais entre-temps, vous avez vu qu'il y a eu plusieurs étapes, des étapes d'expansion, des étapes de difficulté, des étapes de redressement, etc. Donc c'est ça, les élans maintes fois brisés. D'accord. Alors pour un pays en développement comme la Côte d'Ivoire, on rêve d'ailleurs d'aboutir au développement, donc on aspire à l'émergence. Comment rebondir? Quelles sont les conditions? Oui, dans le document, surtout dans le tome 2, nous avons consacré beaucoup de pages sur les mesures, bon, pas vraiment les conditions, mais modestement, nous avons énuméré un certain nombre de mesures qui peuvent permettre d'accélérer la croissance économique. Et il y a une vingtaine de mesures, bien entendu. Je ne vais pas citer voilà, toutes ces mesures. Et nous avons dit, comme première mesure, qu'il faut investir massivement. Il faut investir massivement parce qu'on a vu... Dans quel domaine? Notamment dans le domaine des infrastructures. Notamment dans le domaine des infrastructures. Et comme vous le savez, chaque fois que la Côte d'Ivoire a eu la possibilité d'investir massivement, ça a boosté la croissance économique. Vous parlez des routes, voilà, des ponts. Oui, des routes, des ponts. Bon, écoutez, les grands travaux, tout le monde sait que les grands travaux permettent d'accélérer la croissance économique. Quand on parle, vous parlez d'infrastructures, donc de construction de routes, de ponts, mais dans le quotidien des Ivoiriens, on atteint un changement. Je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà entendu des gens qui disent que les ponts, les routes, on ne les mange pas. Oui, madame, cette question m'avait été posée déjà en juillet 2015 et j'avais dit que peut-être qu'on ne mange pas les routes, mais les routes permettent de manger. C'était dans Fraternité Matin. Je crois que la situation... Les routes permettent de manger, expliquez. Oui, la situation actuelle, allez-y demander aux gens de San Pedro... Vous voulez parler de cette saison pluvieuse? Absolument, la saison pluvieuse, que les routes ne permettent pas de manger. Parce que ce n'est pas la route quand on envoie les vivres pour que les Ivoiriens dans les villes puissent manger. C'est par les routes que les paysans transportent leurs produits, que ce soit les produits de rente ou les produits vivriers. S'il n'y a pas de route,
comment on va recevoir ces produits? Si on n'a pas de route, les paysans ne peuvent pas vendre ces produits, ça va rester en brousse et il n'aura pas d'argent pour manger. S'il n'y a pas de route, comment les vivres vont arriver à Abidjan et les Abidjanais ne pourront pas manger? Peut-être que c'est une question de priorité alors. Vous non, ce n'est pas la chose. Donc, je crois que tout est ensemble. Vous savez, le président Houphouët-Boigny a dit que la route précède le développement. Il a bien dit, parce que ce n'est pas la route que nous pouvons arriver plus facilement au développement. Mais c'est bien sûr que ce n'est pas seulement à ce niveau. Le gouvernement fait d'autres choses, investit dans les activités sociales. Parce qu'on parle aussi, il y a aussi la santé, l'émergence. Oui, absolument, la santé, l'éducation. Parce qu'on parle d'infrastructures, il y a les infrastructures économiques, mais il y a aussi les infrastructures sociales. La santé, l'éducation, etc., ça fait partie de ces infrastructures-là. On parle d'émergence et l'émergence inclut le changement de mentalité, vous en parlez dans votre ouvrage. C'est qui l'Ivoirien nouveau juste? Absolument, madame. Je vous ai dit que, bon, j'ai listé 20 mesures. On n'a pas pu en parler. On aura le temps voilà, de lire dans votre ouvrage. Voilà, on n'a pas pu en parler ici, mais dans les 20 mesures, il y a le civisme. Il y a le civisme. Le président Alassane Ouattara a parlé d'Ivoirien nouveau. Parce que, écoutez, si nous ne changeons pas de mentalité, je crois que notre développement va être difficile. Il faut que l'Ivoirien soit travailleur. Il faut que l'Ivoirien soit discipliné et sérieux. Il faut que l'Ivoirien soit intègre. Il faut que l'Ivoirien soit honnête. C'est par ces valeurs-là que nous pouvons aller de l'avant. Parce que quel que soit ce que le gouvernement fait, si la population n'a pas acquis ces valeurs, et je donne à ce niveau juste 2 exemples. Concernant le travail, parce que c'est par le travail qu'on peut aller de l'avant. Au Japon, tout le monde connaît cet exemple-là. Quand les gens veulent se mettre en grève, ils mettent des bandeaux rouges autour de la tête et ils sont à leur poste de travail pour travailler. Et parce que c'est ce travail-là qui leur permet de manger et qui permet de faire avancer le pays. Un deuxième exemple récent, les Coréens, Corée du Sud, ne voulaient plus de leur président, Mme Park. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les soirs à partir de 20h, c'est-à-dire après avoir travaillé toute la journée, les soirs à partir de 20h, vont devant le palais présidentiel pour manifester. Donc, vous voyez, mais parce qu'ils ont travaillé. Alors, on va s'attarder sur le cas précis des Ivoiriens. Quand vous regardez notre manière de faire, vous y croyez à ce changement de mentalité réellement? Non, non, absolument. Écoutez, il n'y a pas de fatalité à ce niveau. J'y crois et je pense que les Ivoiriens peuvent changer. D'accord. Dans votre livre, vous évoquez un sujet qui est au centre des débats actuellement, le franc CFA. Alors, pendant que plusieurs intellectuels africains demandent l'abandon du franc CFA, vous affichez une position contraire dans votre livre. Oui, bon, d'abord parce que moi j'ai fait un travail technique, un travail scientifique qui n'est pas dans la polémique, qui n'est pas du tout dans la polémique. Et je dirais juste 3 choses à ce niveau. La première chose, bon, un certain nombre d'intellectuels vilipendent le compte d'opération. Bon, je pense qu'ils ne sont pas allés au fond donc, de ce processus parce que le compte d'opération, c'est un simple compte de garantie. La France garantit la convertibilité du franc CFA. En contrepartie, nous déposons nos réserves de change, une partie d'ailleurs de nos réserves de change dans ce compte-là. Au niveau national, dans nos banques, madame, si vous partez pour demander la garantie d'une banque, la banque va vous demander une compte garantie qui peut être sous forme de déposit. Donc, c'est la même chose, c'est un simple mécanisme bancaire. Donc, il n'y a rien d'idéologie, rien de choses. Et puis, la deuxième chose, j'ai dit qu'il y a 3. Il y a la deuxième chose, ces mêmes intellectuels disent que, écoutez, nous bloquons nos ressources au niveau de la France et c'est avec ça la France se développe. Il n'en est rien? Non, là, j'avais dit que, écoutez, ce que nous avons là-bas, ça fait 0,3%. 0,3% des besoins de financement de la France. Oui. Troisième raison? Oui, non, la troisième chose que je voulais dire, ce n'est pas une raison. La troisième chose que je voulais dire, c'est que tout est négociable, tout est discutable. Parce que quand on parle, par exemple, des réserves, au départ, c'était 100% de nos réserves qui sont déposées au compte d'opération. Après, on est arrivé à 65%. Après, on est à 50%. On peut discuter pour aller plus bas ou même trouver un autre mécanisme qui garantisse... que 60 ans après, notre monnaie soit fabriquée en France, qu'elle soit toujours appelée franc CFA. En 2 mots rapidement. Ça peut changer. C'est une question de discussion. Ce n'est pas gênant que ce soit toujours fabriqué en France. Ça peut changer, on peut discuter avec chose. D'ailleurs, le ministre français
récemment l'avait dit, Sapin a dit que c'est une décision des Africains. Si nous voulons changer le nom de notre monnaie, ça nous regarde, nous discutons avec eux, ça ne pose pas de problème. Mais madame, permettez-moi que je vous dise quelque chose. Le franc français, le franc plutôt, est utilisé dans 9 pays. Il y a 9 pays qui ont pour nom de leur monnaie le franc, dont la Suisse. Le dollar est utilisé dans 46 pays. 46 pays dans le monde, dont leur monnaie s'appelle dollar. Dont Singapour, qui est un pays très développé. Il y a 14 pays dans le monde dont leur monnaie s'appelle livre, dont le Liban, dont l'Égypte, etc. Donc, ce n'est pas ça qui est important. Maintenant, si ça fait plaisir à certaines personnes qu'on trouve un autre nom, je pense que ça ne devrait pas poser problème. Voilà, alors, nous allons conclure rapidement. La Côte d'Ivoire symbolisée par l'éléphant d'Afrique. C'est votre ouvrage, on le voit bien. Peut-elle parvenir à l'émergence? 2020 n'est plus loin. Oui. En conclusion, 2 mots. Oui, moi je crois bien que l'émergence, on peut y arriver. L'éléphant, je vous l'ai dit, depuis 2012, l'éléphant est réveillé, bien réveillé, et marche allègrement vers l'émergence. Et moi j'y crois. Et les investisseurs à l'extérieur y croient. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent en Côte d'Ivoire. Nos partenaires extérieurs y croient. L'exemple de l'Eurobond récemment, qui a connu un grand succès, ça veut dire que tout le monde y croit. Il faut que les Ivoiriens y croient. Et si les Ivoiriens y croient et travaillent dans ce sens, il n'y a pas de raison que nous n'arrivions pas à l'émergence. Merci beaucoup, M. Awandoli Théophile. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. Merci beaucoup, madame. La fête du Ramadan au Aïd el-Fitr sera-t-elle célébrée demain? Nous sommes toujours dans l'attente de la décision du Conseil supérieur des imams Kozim qui se réunit toujours à la mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Pour le moment, selon le Kozim, le croissant lunaire n'a pas été observé. Le Kozim informe qu'une décision sera prise au plus tard à 22 h. Scène de désolation en Chine, au moins 15 personnes ont trouvé la mort dans un glissement de terrain. Plus de 141 personnes sont portées disparues. Le glissement de terrain a emporté 46 maisons dans un village dans le sud-ouest du pays. Les sauveteurs poursuivent les recherches dans l'espoir de retrouver des survivants. Un plan d'urgence a été activé par les autorités. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention et à très bientôt.